Chapitre 14. Mon frère m'affronte dans un duel à mort. La porte métallique était en partie dissimulée derrière un panier à linge plein de serviettes de toilette sales. Je n'ai rien remarqué de particulier, mais quand Rachel m'a montré où regarder, j'ai reconnu le symbole bleu, à peine visible, gravé dans le métal. Il n'a pas servi depuis longtemps, a commenté Annabeth. J'ai essayé de l'ouvrir une fois, a dit Rachel, par pure curiosité. Il est bloqué par la rouille. Annabeth s'est avancée. Non, il a juste besoin du contact d'un sang mêlé. Effectivement, dès qu'Annabeth a posé la main sur la marque, elle est devenue bleue fluo. La porte métallique s'est ouverte en grinçant, découvrant un escalier qui s'enfonçait dans le noir. Waouh, s'est exclamée Rachel. Elle paraissait calme, mais je n'arrivais pas à savoir si elle l'était véritablement ou non. Elle avait troqué sa tenue dorée contre un vieux t-shirt du musée d'art moderne et son habituel jean couvert de traits de marqueur. Sa brosse en plastique bleu dépassait de sa poche. Ses cheveux roux étaient attachés, mais encore mouchetés de doré, et elle avait de petites traces brillantes sur le visage également. « Après vous, a-t-elle dit. « Tu es notre guide, a rétorqué Annabeth avec une politesse feinte. À toi d'ouvrir la voie. » L'escalier menait à un grand tunnel de briques. Il y faisait si sombre que je ne voyais pas à plus de 50 centimètres devant nous. Mais avec Annabeth, on avait fait le plein de torches électriques. Dès que nous les avons allumées, Rachel a laissé échapper un petit cri. Un squelette nous faisait face en souriant. Il n'était pas humain, il était immense pour commencer. Au moins 3 mètres de haut. Il avait été suspendu par des chaînes aux poignets et aux chevilles, de sorte qu'il dessinait un genre de X géant au-dessus du tunnel. Mais ce qui m'a fait frissonner d'effroi, c'est l'unique orbite sombre qui trouait son crâne. Un cyclope, a dit Annabeth. Il est très vieux. C'est pas quelqu'un qu'on connaît. Ce n'est pas Tyson. Voilà ce qu'elle voulait dire. Rachel a accusé le coup. Vous avez un ami qui est cyclope. Tyson, ai-je répondu. Mon demi-frère. Ton demi-frère. On espère le retrouver dans le labyrinthe, lui et Grover. C'est un satyre. Ah, a fait Rachel d'une petite voix. Bon ben, c'est pas le tout. Allons-y. Elle est passée sous le bras gauche du squelette et a continué d'avancer. Annabeth et moi avons échangé un regard. Annabeth a haussé les épaules. On a suivi Rachel vers l'intérieur du labyrinthe. Au bout d'une quinzaine de mètres, on est arrivé à un croisement. Le tunnel de briques se prolongeait de l'autre côté. Sur la droite, les parois étaient en dalles de marbre ancien. Sur la gauche, il y avait un boyau en terre envahi de racines d'arbres. J'ai pointé le doigt vers la gauche. Ça ressemble au tunnel qu'ont pris Grover et Tyson. Annabeth a foncé les sourcils. C'est vrai, a-t-elle concédé, mais regarde l'architecture du couloir de droite, avec ses vieilles pierres. Il a plus de chances de mener à une partie ancienne du labyrinthe, vers l'atelier de Dédale. Il faut aller tout droit, a alors dit Rachel. Annabeth et moi l'avons tous les deux dévisagé. C'est le chemin le moins plausible, a commenté Annabeth. Vous ne voyez pas? Regardez par terre. Je ne voyais rien, si ce n'est des briques patinées et de la boue. Il y a un sillon lumineux, a insisté Rachel, à peine visible. Mais il faut aller tout droit. Sur la gauche, un peu plus loin dans le tunnel, les racines remuent comme des tentacules. Ça me plaît pas. Sur la droite, il y a un piège à 6 ou 7 mètres. Des trous dans les murs qui arbitrent des lances, peut-être. Je ne crois pas qu'on devrait courir ce risque. Je ne voyais rien de ce qu'elle décrivait, mais j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Tout droit. Tu la crois? M'a demandé Annabeth. Ouais, pas toi. Annabeth avait l'air de chercher la dispute, mais elle a fait signe à Rachel de passer en tête. On est repartis tous les trois par le tunnel de briques. Il dessinait de nombreux méandres, mais il n'y avait plus de boyaux adjacents. Nous avions l'impression de descendre, de nous enfoncer de plus en plus dans les entrailles du sous-sol. Pas de piège? Ai-je demandé avec inquiétude. Rien. Rachel a froncé les sourcils. C'est normal que ce soit aussi facile. Je ne sais pas, ai-je répondu. Les autres fois, ça ne l'était pas. Alors Rachel, a demandé Annabeth, tu es où au juste? Elle a dit ça sur un ton qui signifiait plutôt « T'es tombée de quelle planète ?»
pourrait disparaître une semaine entière qu'il ne s'en apercevrait même pas. Comment ça se fait? Cette fois-ci, Annabeth n'était pas railleuse. Les problèmes avec les parents, elle en connaissait un rayon. Alors que Rachel allait lui répondre, un grincement sonore s'est fait entendre devant nous, comme si d'immenses portes s'ouvraient. C'était quoi ce bruit? A fait Annabeth. Je ne sais pas. Des charnières métalliques, a suggéré Rachel. Merci, super utile. Je veux dire, c'est quoi? À ce moment-là, on a entendu des bruits de pas qui faisaient trembler le couloir et venaient vers nous. On fuit, ai-je proposé. On fuit, a accepté Rachel. On a rebroussé chemin à toutes jambes, mais on n'avait pas fait 5 mètres qu'on est tombé sur de vieilles connaissances. De Dracaenas, des femmes serpents, en armure grecque, ont pointé leurs javelots sur nos poitrines. Se tenait Kelly, la pom-pom girl en pousa. Eh bien, qui voilà, a dit Kelly. J'ai retiré le capuchon de turbulence et Annabeth a dégainé son poignard. Mais avant même que mon épée ait fini de se déployer, Kelly a fondu sur Rachel. Sa main s'est transformée en une patte griffue qu'elle a refermée sur le cou de Rachel, la tenant étroitement par la gorge. Elle l'a fait tourner sur elle-même. On promène sa petite mortelle, m'a demandé Lambouza. Mais c'est tellement fragile, ces petites choses. Ça se casse comme un rien. Derrière nous, les bruits de pas se rapprochaient. Une silhouette gigantesque a surgi de la pénombre. Un lestrigeon de 2,50 m de haut, avec des gros pointus et des yeux rouges. Le géant s'est pour lécher les babines en nous voyant. Je peux les manger? Non, a dit Kelly. Ton maître les voudra vivants, ceux-là. Ils fourniront du très bon spectacle. Elle m'a gratifié d'un sourire. Et maintenant, avancez sans mêler, ou vous mourrez tous ici, à commencer par la mortelle. J'ai cru vivre mon pire cauchemar, et croyez-moi, j'en avais fait beaucoup, des cauchemars. De Dracaenas nous ont escortés dans le tunnel, Kelly et le géant fermant la marge pour nous empêcher de nous enfuir. Aucun d'eux n'avait l'air de craindre qu'on parte en courant vers l'avant, car c'est là qu'ils voulaient nous conduire. J'ai aperçu des portes de bronze, un peu plus loin. Elles faisaient près de 3 mètres de haut, et 2 épées croisées étaient gravées dans le métal. De derrière s'échappait une rumeur, les murmures étouffés d'une foule. Ah, si, a murmuré la femme serpent qui se trouvait à ma gauche. Ah, si, tu vas beaucoup plaire à notre hôte. Je n'avais jamais eu l'occasion de regarder une Dracaena de près, et je ne peux pas dire que j'étais ravie de la voir maintenant. Elle aurait eu un joli visage, sans sa langue fourchue, et les 2 fentes noires qui paraient ses yeux en guise de pupilles. Elle portait une armure en bronze qui s'arrêtait à la taille. En dessous, à la place des jambes, elle avait 2 énormes corps de serpents, tachetés de bronze et de vert. Elle avançait comme sur des skis vivants, moitié ondulants, moitié marchant. « Qui est votre hôte ?» ai-je demandé. Elle a émis un sifflement, qui se voulait peut-être un rire. « Tu verras, vous serez potes comme cochons. Après tout, c'est ton frère. » Quoi? J'ai tout de suite pensé à Tyson, mais c'était impossible. Qu'est-ce qu'elle racontait? Le géant nous a bousculés pour ouvrir les portes. Il a attrapé Annabeth par son t-shirt et lui a dit « Toi, tu restes ici. »« Hé !» a-t-elle protesté. Mais ce type faisait 2 fois sa taille, et il avait déjà confisqué son poignard et mon épée. Kelly a éclaté de rire. Elle serrait toujours le cou de Rachel entre ses griffes. « Vas-y, Percy, offre-nous du beau spectacle. On va attendre ici avec des amis, pour être sûr que tu ne tentes pas un coup fourré. » Je me suis tournée vers Rachel. « Je suis désolée, ai-je dit. Je vais te tirer de là. » Elle a hoché la tête, autant qu'elle le pouvait, avec un monstre à la gorge, et murmurait « Ce serait cool. » De la pointe de leur javelot, des Dracaenas m'ont poussé à l'intérieur. Je me suis retrouvée sur la piste d'une arène. Ce n'était sans doute pas l'arène la plus spacieuse que j'ai jamais vue, mais comme elle était entièrement souterraine, elle paraissait très vaste. La piste de terre battue était ronde et juste assez grande pour qu'on puisse en faire le tour en voiture, en braquant fort. Au milieu, un géant et un centaure s'affrontaient en duel. Le centaure avait l'air paniqué. Il galopait autour de son ennemi,
l'épée au clair, en se couvrant avec son bouclier, tandis que le géant brandissait un javelot de la taille d'un poteau téléphonique sous les clameurs de la foule. La première rangée de gradins surplombait la piste de 3,50 m environ. De simples bancs en pierre encerclaient l'arène, et il n'y avait pas une seule place de libre. Des géants, des dracaïnas, des demi-dieux et autres delgines côtoyaient des créatures encore plus bizarres. Démons aux ailes de chauve-souris, demi-humains matinés de tous les animaux imaginables, oiseaux, reptiles, insectes ou mammifères. Mais le plus sinistre dans ce tableau, c'étaient les crânes. L'arène en était pleine, la bordure de la balustrade en était couverte. Des colonnes de crânes entassés, hautes d'1 mètre, décoraient les marges et les bancs. Ils ricanaient, perchés sur des balles, derrière les tribunes, ou pendus à des chaînes telles de lugubres plafonniers. Certains blancs et patinés avaient l'air très vieux. 2 étaient visiblement plus récents. Je vous épargne les détails, croyez-moi, ça vaut mieux. Au milieu de tout ça, bien en vue sur le mur du côté des spectateurs, s'étalait quelque chose qui, selon moi, n'avait rien à faire ici. Une bannière verte parée du trident de Poséidon. Que faisait-elle dans un lieu si abominable? Au-dessus de la bannière, mon vieil ennemi occupait une place d'honneur. Luc, ai-je laissé échapper? Je ne sais pas s'il m'a entendu dans la cacophonie générale, mais un sourire froid s'est dessiné sur ses lèvres. Il portait un pantalon de treillis, un t-shirt blanc et un plastron de bronze, exactement comme dans mon rêve. À côté de lui se trouvait le plus grand géant que j'avais jamais vu, encore plus imposant que celui qui se battait avec le centaure dans l'arène. Celui-ci faisait facilement 4,50 m, et il était tellement baraqué qu'il occupait 3 sièges. Il était habillé d'un bagne pour tout vêtement, comme les sumos. Il avait la peau rouge brique, tatouée de vagues bleues. J'ai supposé que c'était le nouveau garde du corps de Luc. Un cri a fusé de la piste, et j'ai sursauté quand les centaures s'étaient écroulés sur la terre battue à mes pieds. « Aide-moi » m'a-t-il crié, le regard suppliant. J'ai voulu saisir mon épée, mais elle m'avait été confisquée et ne s'était pas encore rematérialisée dans ma poche. Le centaure attendait désespérément de se lever, en voyant le géant s'approcher, prêt à abattre son javelot. Une main griffue a serré mon épaule. « Si tu tiens à tes amis, a-t-il à Dracaïna qui me surveillait, ne t'en mêle pas. C'est pas ton combat. Attends ton tour. » Le centaure était incapable de se redresser. Il avait une patte cassée. Le géant a posé alors un énorme pied sur le buste de l'homme cheval et levé son javelot. Il a tourné le regard vers Luc. « À mort! À mort !» a crié la foule. Luc n'a exprimé aucune réaction, mais l'espèce de sumo tatoué qui était assis à ses côtés s'est levé. Il a souri au centaure qui gémissait. « Pitié! Non !» Et il a levé la main et tourné le pouce vers le sol. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir le géant planter son javelot. Lorsque je les ai rouverts, le centaure avait disparu, réduit en cendres. Tout ce qui restait de lui, c'était un sabot que le géant a ramassé comme trophée et brandi devant la foule. Des cris enthousiastes sont montés des gradins. Une grille s'est ouverte à l'autre bout du stade, et le géant est sorti d'un pas triomphal. Le sumo a levé les mains pour réclamer le silence. « Du beau spectacle » a-t-il rugi, « mais rien de bien nouveau. Qu'as-tu d'autre à me montrer, Luc, fils d'Hermès ?» Luc a crispé les mâchoires. Il avait horreur qu'on l'appelle fils d'Hermès. Ça se voyait. Il détestait son père. Mais il s'est levé lentement. Ses yeux brillaient. Il avait même l'air de bonne humeur. « Seigneur Hanté » a-t-il dit suffisamment fort pour se faire entendre de la foule. « Tu es un hôte excellent. Nous serions heureux de te divertir pour te remercier de nous autoriser à traverser ton territoire. »« C'est une faveur que je ne vous ai pas encore accordée, » a grogné Anthès. « Hanté, je veux du divertissement. » Luc s'est incliné. « Je crois que j'ai mieux que des centaures pour t'affronter dans l'arène. J'ai un de tes frères, » a-t-il dit en me montrant du doigt. « Percy Jackson, fils de Poséidon. » À ces mots, la foule s'est mise à me huer et à me jeter des pierres. Je les ai évitées presque toutes,
sauf une qui m'a touché à la joue et fait une méchante entaille. Une étincelle s'est allumée dans les yeux d'Ante. Un fils de Poséidon, alors il devrait savoir se battre ou savoir mourir. Si sa mort te plaît, a rétorqué Luc, laisseras-tu nos troupes traverser ton territoire? Peut-être, a lâché Ante. Luc n'a pas eu l'air trop content de ce peut-être. Il m'a jeté un regard noir, comme pour m'avertir que j'avais intérêt à leur offrir une mort spectaculaire, où j'aurais de sérieux ennuis. Arrête, Luc, a crié Annabeth. Laisse-nous partir. Luc a semblé remarquer Annabeth pour la première fois. Il est resté hébété quelques secondes. Annabeth, les femmes pourront se battre plus tard, est intervenu Ante. D'abord Percy Jackson. Quelle arme choisis-tu? Les Dracainas m'ont poussé au milieu de l'arène. Levant les yeux, j'ai demandé au géant: comment peux-tu être le fils de Poséidon? Ante a éclaté de rire et les spectateurs sur les gradins ont embrayé. Je suis son fils préféré, a-t-il tonné. Admire le temple que j'ai construit pour le dieu des tremblements de terre, bâti avec les crânes de ceux que j'ai tués en son nom. Le tien ira bientôt les rejoindre. J'ai regardé avec horreur tous ces crânes, des centaines et des centaines, et la bannière de Poséidon tendue au milieu d'eux. Comment ce lieu pouvait-il être un temple honorant mon père? Il était sympa, mon père. Il ne m'avait jamais réclamé de carte de vœux pour la fête des pères, encore moins le crâne de qui que ce soit. Percy, m'a crié Annabeth. Sa mère, c'est Gaïa. Son garde l'estrigeon a plaqué une main sur sa bouche pour la faire taire. Sa mère, c'est Gaïa, la déesse de la terre. Annabeth voulait me faire comprendre que c'était important, mais je ne voyais pas pourquoi. Peut-être juste parce que ça voulait dire que les deux parents de ce type étaient des dieux, ce qui le rendait sûrement encore plus difficile à tuer. Tu es fou, Ante, lui ai-je dit. Si tu t'imagines que c'est un bel hommage, c'est que tu ne comprends rien à Poséidon. La foule m'a agonie d'injures, mais Ante a levé la main pour faire le silence. Des armes, a-t-il insisté, et ensuite on verra comment tu meurs. Que veux-tu? Des haches, des boucliers, des filets, des lance-flammes. Mon épée, ça me suffira. Les monstres ont éclaté de rire. Mes turbulences s'est immédiatement matérialisée dans ma main, et quelques murmures inquiets ont parcouru les rangs des spectateurs. La lame de bronze luisait d'un éclat discret. Premier assaut, a annoncé Ante. Les grilles se sont ouvertes, et une dracaïna s'est avancée en ondulant dans l'arène. Elle serrait un trident dans une main et un filet plombé dans l'autre. Une panoplie de gladiateurs classiques. À la colonie, ça faisait des années qu'on s'entraînait à se battre contre ces armes. Elle m'a lancé un timide coup de trident que j'ai esquivé d'un pas sur le côté. Elle a alors jeté son filet dans l'espoir de paralyser la main dont je maniais l'épée. Mais je n'ai eu aucun mal non plus à l'éviter. J'ai tranché sa lance en deux et planté turbulence dans une faille de son armure. Avec un cri déchirant, la dracaïna s'est volatilisée et les clameurs de la foule se sont tues. Non, a tonné Ante, trop rapide. Tu dois attendre avant de donner le coup de grâce. Moi seul donne l'ordre de la mise à mort. J'ai jeté un coup d'œil en direction d'Annabeth et Rachel. Il fallait que je trouve un moyen de les libérer, en destriant leur garde peut-être. Bien joué, Percy, a-t-il eu en souriant. T'as fait des progrès à l'épée, je dois le reconnaître. Deuxième assaut, a hurlé Ante. Et lentement cette fois-ci, je veux du spectacle. Attends mes ordres avant de tuer qui que ce soit, sinon ça va chauffer. Les grilles se sont ouvertes à nouveau, et c'est un jeune guerrier qui est sorti sur la piste. Il était un peu plus âgé que moi. Je lui aurais donné 16 ans. Il avait les cheveux ailes de corbeau et portait un bandeau sur un œil. Il était si maigre et nerveux que son armure grecque flottait sur lui. Il a planté son épée dans la terre battue, serré les courroies de son bouclier et mis son casque à crinière de cheval. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Ethan Nakamura.
Je dois te tuer. Pourquoi tu fais ça? Hé, a lancé un monstre dans les gradins. Vous n'êtes pas là pour bavarder. Battez-vous. Les autres spectateurs ont renchéri. Je dois faire mes preuves, m'a répondu Ethan. C'est le seul moyen de rejoindre leur rang. Sur ces mots, il est passé à l'attaque. Les lames de nos épées se sont entrechoquées, à mi-hauteur, et la foule a rugi. Je trouvais ça malsain. Je ne voulais pas me battre pour divertir une bande de monstres, mais Ethan Nakamura ne me laissait pas trop le choix. Il s'est fendu vers l'avant. Il savait se battre, ça se voyait. Il n'était jamais allé à la colonie des Sans-Mêlés, à ma connaissance, mais il avait appris à manier l'épée. Il a paré mon coup d'épée et failli m'assommer avec son bouclier, mais j'ai fait un bond en arrière. Il a allongé une botte et j'ai roulé sur le côté. On a échangé comme ça, parade et estocade, pendant quelques instants, chacun essayant de jauger le style de l'autre. Je m'efforçais de rester toujours du côté aveugle d'Ethan, mais ça ne m'aidait pas beaucoup. Il devait avoir l'habitude de se battre avec un seul œil depuis longtemps, car il gardait très bien sa gauche. Du sang, ont crié les monstres. Mon adversaire a glissé un regard furtif vers les gradins. J'ai soudain compris que c'était son point faible. Il avait besoin d'impressionner les monstres. Moi non. Avec un cri de guerre farouche, il a chargé. J'ai esquivé sa botte et je me suis mis à reculer, l'obligeant à me courir après. Ouh, a crié Ante, pas toi. Ethan me talonnait, mais j'avais pas de mal à me défendre, même sans bouclier. Il portait une tenue de défense, armure lourde et bouclier, ce qui rendait l'attaque très fatigante. J'étais une cible plus vulnérable, mais en même temps plus rapide et plus légère. Dans les gradins, la frénésie gagnait les spectateurs qui se plaignaient en hurlant et nous jetaient des pierres. 5 minutes déjà qu'on se battait, et toujours pas une seule goutte de sang. Finalement, Ethan a commis une erreur. Il a tenté de me piquer au ventre. J'ai coincé la garde de son épée dans la mienne et tourné vivement le poignet. Arraché, son épée est tombée sur la terre battue. Sans lui laisser le temps de se reprendre, j'ai glissé mon pommeau dans son casque et je l'ai poussé vers le sol. Sa lourde armure m'a aidé, plus qu'elle ne lui apportait secours à lui. Il s'est étalé sur le dos, épuisé. J'ai posé la pointe de mon épée sur sa poitrine. Tue-moi et qu'on n'en parle plus, a grogné Ethan. J'ai levé la tête vers Andy. Son visage rouge était figé en un masque de colère, mais il a levé la main et tourné le pouce vers le sol. Pas question, ai-je dit en rengainant mon épée. Fais pas l'idiot, m'a glissé Ethan. Ils vont nous tuer tous les deux, c'est tout. Pour toute réponse, je lui ai tendu la main. Il l'a prise avec réticence et je l'ai aidé à se relever. Personne n'a le droit de déshonorer les jeux, a tonné Andy. Je vais ajouter vos 2 têtes à mon temple à Poséidon. J'ai regardé Ethan. Dès que tu vois une ouverture, sauve-toi. Puis je me suis tournée vers Andy et je lui ai lancé. Pourquoi tu ne m'affrontes pas toi-même? Si tu es le préféré de papa, descends donc le prouver dans l'arène. Des grognements ont parcouru les gradins. Ante a balayé l'assemblée du regard, et il a dû se rendre compte qu'il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas refuser, sans passer pour un lâche. Je suis le plus grand lutteur au monde, petit, m'a-t-il averti. Je me bats depuis le premier pancrasé. Pancrasé? Il veut dire combat à mort, sans règle, m'a expliqué Ethan. Tous les coups sont permis. C'était une discipline olympique, autrefois. Merci pour l'info. Je t'en prie. Rachel me regardait avec de grands yeux. Annabeth secouait la tête avec éloquence, la main du lestrigeon encore plaquée sur sa bouche. J'ai levé mon épée vers Ante. Le vainqueur remporte la mise. Si je gagne, on est tous libres. Si tu gagnes, on meurt tous. Jure-le sur le Styx. Ante a ricané. Ça va être vite réglé. Je jure d'appliquer tes conditions. D'un bond, il a sauté de la balustrade et atterri sur la piste. Bonne chance, t'en auras besoin, m'a dit Ethan avant de s'écarter en toute hâte. Ante avait craqué ses doigts. Il a souri, et j'ai vu que même ses dents étaient gravées de motifs de vagues.
pour les brosser après les repas, je vous raconte pas. Des armes, a demandé le géant. Je m'en tiens à mon épée. Et toi? Il a levé ses grosses paluches et remué les doigts. Je n'ai besoin de rien d'autre. Maître Luc, tu seras l'arbitre de ce combat. Volontiers, a dit Luc, qui m'a décoché un sourire en biais. Ante a plongé vers moi. J'ai roulé entre ses jambes et lui ai planté la pointe de mon épée dans le gras de la cuisse. Aïe, a-t-il hurlé. Mais au lieu de sang, c'est un filet de sable qui a jailli de la plaie, comme si je venais de percer un sablier. Les graines se sont répandues sur le sol de l'arène, et la terre est venue s'agglutiner autour de la jambe d'Ante, presque comme un plâtre. Quand la terre est retombée en s'effritant, la blessure avait disparu. Il m'a attaqué de nouveau. Heureusement, j'avais un peu d'expérience en matière de combat contre des géants. J'ai esquivé par un bond latéral, cette fois-ci, et l'ai frappé sous le bras. La lame de turbulence s'est enfoncée jusqu'à la garde entre ses côtes. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que lorsque le géant s'est retourné, le pommeau s'est arraché de ma main, et je me suis trouvé projeté, désarmé, à l'autre bout de l'arène. Ante a poussé un rugissement de douleur. Je m'attendais à le voir se désintégrer. Aucun monstre jusqu'à présent n'avait survécu à une attaque aussi directe de mon épée. Le bronze céleste devrait être en train de détruire son essence. Et pourtant, Ante a saisi la poignée, arraché l'épée de son flanc et l'a lancée derrière lui. Un nouveau jet de sable s'est écoulé de la plaie, mais à nouveau, la terre est montée du sol pour le couvrir comme un emplâtre. Le géant avait de la terre jusqu'aux épaules, et quelques secondes plus tard, la gangue de terre s'est défaite et Ante en est ressorti intacte. Maintenant tu comprends pourquoi je ne perds jamais, demi-dieu, s'est vanté Ante. Viens ici que je te terrasse. Je vais t'accorder une mort rapide. Le géant se dressait entre moi et mon épée. J'ai jeté un coup d'œil désespéré d'un côté, puis de l'autre, et j'ai croisé le regard d'Anabès. La terre, ai-je pensé. Qu'est-ce qu'Anabès avait tenté de me dire? La mère d'Ante était Gaïa, la terre-mère, la plus ancienne de toutes les divinités. Le père d'Ante avait beau être Poséidon, c'était Gaïa qui le maintenait en vie. Tant que le géant serait en contact avec le sol, je ne pourrais pas le tuer. J'ai essayé de le contourner, mais il a anticipé ma manœuvre et m'a barré le chemin en gloussant. Il jouait avec moi. Maintenant, il me tenait. J'ai levé les yeux vers les chaînes qui pendaient au plafond, terminées chacune par un crochet, portant un crâne d'ennemi. Soudain, j'ai eu une idée. J'ai feinté sur l'autre côté. Ante m'a de nouveau pas relaxé. Les monstres l'ont hué et lui ont crié de m'achever. Mais Ante s'amusait trop pour clore la séance si vite. Freluquet, m'a-t-il lancé, tu n'es pas digne d'être le fils du dieu de la mer. J'ai senti mon stylo à billes revenir dans ma poche. Mais ça, Ante ne pouvait pas le savoir. Dans son esprit, Turbulence gisait toujours par terre, derrière lui. Il devait croire que j'essayais de récupérer mon épée. L'avantage était mince, mais c'était le seul que j'avais. J'ai foncé tout droit, en me courbant le plus bas possible pour lui faire croire que j'allais rouler entre ses jambes une nouvelle fois. Il s'est accroupi, pris à me cueillir au passage, et j'ai alors sauté, avec toute l'énergie que j'ai pu puiser en moi. J'ai rebondi sur son avant-bras, grimpé le long de son épaule comme sur une échelle, et posé mon pied sur sa tête. Il a réagi comme on pouvait s'y attendre. Il s'est relevé en poussant un « Hey !» d'indignation. Je me suis servi de sa force pour me catapulter vers le plafond. J'ai saisi le haut d'une chaîne, et les crânes et leurs crochets ont tangué sous moi. J'ai enroulé les pieds autour des maillons, exactement comme je le faisais à l'école pour les compétitions de corde lisse. Puis, j'ai dégainé Turbulence et tranché la chaîne la plus proche de moi. « Descends et espèce de lâche !» a tonné Ante. Il a tendu les bras vers moi, mais j'étais tout juste hors de sa portée. Agrippé à ma corde de salut, j'ai crié « Viens me chercher si tu l'oses, à moins que tu sois trop gros et trop lent. » Avec un hurlement rageur, il a essayé à nouveau de m'attraper. Puis, il a saisi une chaîne et tenté de se hisser. Pendant qu'il se démenait,
J'ai laissé pendre la chaîne que j'avais sectionnée, crochet vers le bas. J'ai dû m'y prendre à 2 fois, mais je suis parvenue à planter le crochet dans le pagne d'Ante. Ante a poussé un cri. J'ai vite glissé la chaîne libre dans le crochet de la mienne, et j'ai serré au maximum. Malgré ses efforts pour redescendre au sol, Ante s'est trouvé suspendu en l'air par le derrière. Il était même obligé de se tenir les 2 mains à d'autres chaînes pour ne pas basculer la tête en bas. J'ai prié pour que le pagne et la chaîne tiennent encore quelques secondes. Tandis qu'Ante jurait et s'agitait comme un beau diable, je me balançais avec une frénésie de whistiti, de chaîne en chaîne. En donnant des coups d'épée et en faisant des boucles et des nœuds avec les crochets et les anneaux de métal. Je ne sais pas comment je m'y suis pris. Maman dit toujours que j'ai un ton pour emmêler les choses. Et puis, il y allait de la vie de mes amis que je voulais sauver à tout prix. Bref, en quelques minutes, le géant s'est retrouvé suspendu au-dessus du sol, ficelé comme un rôti dans les liens de métal. Je me suis laissé tomber par terre, en sueur et pantelant. J'avais les mains tout écorchées. Décroche-moi, a ordonné Ante. Libère-le, a renchéri Luc. C'est notre hôte. Entendu, ai-je dit en dégainant turbulence. Je vais le libérer. Et j'ai planté ma lame dans le ventre du géant. Il a poussé un rugissement de douleur, et du sable s'est échappé en filet de sa plaie. Mais il était trop haut pour toucher la terre, à présent, et celle-ci ne pouvait pas monter à son secours. Ante s'est désintégré. Il s'est répandu grain à grain, jusqu'à ce qu'il ne reste plus à sa place que des chaînes qui se balançaient à vide. Un pagne immense, pendu à un crochet, et une bande de crânes, ricanant, qui dansaient au-dessus de ma tête, comme s'ils avaient enfin manière à rire. Matière à rire. Jackson, a hurlé Luc. Ça fait longtemps que j'aurais dû te tuer. Tu as essayé, lui ai-je rappelé. Laisse-nous partir, Luc. Nous avions un accord sur le Styx avec Ante. Je suis le vainqueur. Luc a réagi exactement comme je m'y attendais. Ante est mort, a-t-il dit, et avec lui, son serment. Mais, comme je suis d'humeur miséricordieuse aujourd'hui, je devrais tuer rapidement. Il a ensuite montré du doigt Annabeth. Épargnez la fille, a-t-il poursuivi d'une voix qui tremblait très légèrement. Je voudrais lui parler, avant notre grand triomphe. Les monstres présents dans l'arène se sont tous préparés, les uns dégainant une arme, les autres sortant les griffes. On était coincés, totalement écrasés par leur nombre. J'ai alors pris conscience d'une sensation au niveau de ma poche. Un froid, croissant, carrément glacial, le sifflet de dressage. J'ai renfermé les doigts dessus. Voilà des jours que j'évitais de me servir du cadeau de Quintus. J'étais convaincue qu'il récelait un piège. Mais là, je n'avais plus le choix. J'ai sorti l'objet de ma poche et j'ai soufflé dedans. Sans produire le moindre son, il a volé en éclats de glace qui ont fondu entre mes doigts. Luc a ri. C'était quoi ce petit gadget? Un jappement de surprise a fusé derrière moi. J'ai vu le lestrigeon qui gardait Annabeth fendre l'air telle une fusée pour aller s'écraser dans le mur d'en face. Waouh, waouh! Kelly Lampusa, attaqué par un molosse noir de 250 kilos, s'est mise à hurler, ce qui n'a pas empêché le dog de l'attraper comme un vulgaire jouet en caoutchouc et de la projeter d'un coup de tête dans les bras de Luc. Là-dessus, Kitty O'Leary a montré les crocs en grondant, et les 2 Dracaenas ont battu en retraite. Sur les gradins, les monstres étaient pétrifiés par la surprise. « Filons !» ai-je crié à mes amis. « Au pied, Kitty O'Leary !» La sortie du fond, s'est exclamée Rachel. « C'est par là !» Ethan Nakamura ne s'est pas fait prier. Tous ensemble, on a traversé l'arène et on s'est enfui par la sortie du fond, suivi de Kitty O'Leary. En courant, j'entendais derrière moi les cris d'une armée entière qui s'efforçait de descendre des gradins pour se lancer à nos trousses.